Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans pas mal de documents intéressants. Oui, une belle variété. On a une décision de justice sur la vie privée en Alberta avec la reconnaissance faciale. On a le rapport public 2024 du SCRS. Le Service canadien du renseignement sécurité, oui. Exact. Puis un survol de la censure au Canada, les stratégies de cybersécurité, puis même un argumentaire sur le cryptage. Ouf. Tout un menu, en effet. Ouais. Notre objectif, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, l'accès à l'information, la sécurité nationale, la vie privée, la liberté d'expression, surtout aujourd'hui avec le numérique partout. C'est un écosystème complexe qui bouge tout le temps. Plein de batailles légales, d'opérations discrètes, de menaces en ligne. C'est ça qu'on essaie de décortiquer ensemble. Prêt? Allons-y. OK. Commençons par ce cas qui a fait jaser. Clearview AI, en Alberta. Une compagnie qui se monte une immense base de données de visage. En aspirant des photos sur le web, oui. Des photos que n'importe qui peut voir en théorie. C'est ça. Puis ça pose direct la question, qu'est-ce qui est vraiment public sur Internet au fond? C'est la question clé. Clearview, eux, ils ont plaidé la liberté d'expression, l'article 2B de la Charte. Pour justifier leur collecte de données massives. Exactement. Mais le commissaire à la vie privée de l'Alberta a dit non, que leur objectif n'était pas raisonnable selon la loi provinciale, la PIPA. Et le tribunal a suivi? Oui, le tribunal a confirmé la décision du commissaire, mais, et c'est là que ça devient intéressant juridiquement, même s'il n'était pas obligé, pour régler le cas, le tribunal a quand même regardé la question constitutionnelle. Ah oui. Oui. Puis il a conclu, pour la deuxième fois d'ailleurs pour cette loi PIPA, là, que la définition de publiquement accessible était trop étroite. Ça brime la liberté d'expression, potentiellement. Trop étroite commun, j'en sais empêcherait quoi? Le risque, c'était de rendre illégal des choses comme, mettons, le fonctionnement d'un moteur de recherche comme Google. Imagine demander la permission à chaque personne dont la photo est indexée. Ah, je vois. Ça n'a pas d'allure. Ça montre bien la difficulté, hein? Réglementer sans tout bloquer. C'est un équilibre hyper délicat. Puis cette valeur des données, qu'elle soit publique ou pas, c'est aussi une grosse préoccupation pour le SRS. Absolument. Leur rapport de 2024, il marque un changement. C'est plus juste l'espionnage de la guerre froide, là. Comment ça? Avant, on visait les secrets d'État, les militaires, les diplomates. C'était plus ciblé, disons. Aujourd'hui, avec tout qui est numérique... Tout le monde devient une cible. En plein ça. Le citoyen ordinaire, la petite PME techno, l'université, le chercheur. L'info de valeur, elle est partout. Et il y en a qui se gênent pas pour essayer de l'apprendre. C'est clair. Le SCRS, mais aussi le Centre canadien pour la cybersécurité, et nomme des joueurs précis. Comme qui? La République populaire de Chine est souvent mentionnée. Leur programme de cyberespionnage est décrit comme vaste, agressif, très sophistiqué. Il vise la recherche et développement, la propriété intellectuelle, les données commerciales. Justement, tout ce qui a de la valeur. Exact. Mais il n'y a pas que la Chine. La Russie, l'Iran, l'Inde, le Pakistan sont aussi identifiés comme menant des activités d'espionnage et d'ingérence ici. Et c'est pas juste de l'espionnage étatique pur et dur. La cybercriminalité, elle aussi, elle tourne autour de nos données, j'imagine. Tout à fait. Pense au rançongiciel. Avant, ils bloquaient tes fichiers, c'est tout. Maintenant... C'est pire. Souvent, oui. Ils volent les données avant de les chiffrer. Puis là, ils menacent de les publier si tu payes pas. Double extorsion. Wow. Puis on a vu des places de marché comme le Genesis Market, démantelé en 2023. C'était comme un Amazon des données volées. Genre, tu pouvais acheter des mots de passe? Des mots de passe, des cookies, des empreintes numériques complètes pour te faire passer pour quelqu'un d'autre en ligne. Nos infos personnelles, c'est devenu une monnaie d'échange. C'est assez troublant. Et face à ça, une des réponses techniques, c'est le cryptage, le chiffrement. Essentiel. Vraiment. Le cryptage, ça protège à peu près tout ce qui est sensible. Les communications du gouvernement, les infrastructures critiques. Le réseau électrique, les banques, les transports. Exact. Les infos militaires, nos dossiers médicaux, nos impôts, nos transactions bancaires, c'est partout. Fait que le gouvernement, il a comme un double intérêt. Il doit l'utiliser lui-même? Oui, pour ses propres opérations, mais il a aussi intérêt à ce que les entreprises, les citoyens l'utilisent beaucoup. Une société bien cryptée, c'est une cible plus tough pour les espions puis les criminels. OK, je comprends mieux cette tension. L'info vaut cher, mais elle est super vulnérable. Maintenant, si on regarde qui essaie de contrôler cette information, ça nous ramène un peu à Clearview et à la difficulté de faire des lois.
Le tribunal disait que la loi albertaine risquait de bloquer Google. C'est ça. Légiférer sur l'info en ligne, c'est comme marcher sur un fil. Tu veux protéger la vie privée, mais pas tuer l'innovation ou l'accès à l'info publique. Puis historiquement, au Canada, on a déjà eu ces débats-là bien avant Internet. Ah oui, comme quoi? Ben, les anciens bureaux de censure du cinéma dans les provinces, tu te souviens de ça? Vaguement. Il coupait des bouts de film. Oui, bannissait des films au complet. Le dernier Tango à Paris, par exemple, a été interdit en Nouvelle-Écosse jusque dans les années 70. La Cour suprême a même confirmé leur pouvoir à l'époque. Incroyable. Et il n'y avait pas aussi une histoire avec une librairie à Vancouver? Exactement, Little Sisters. Une librairie LGBTQ+. Dans les années 80-90, les douanes saisissaient tout le temps leurs livres importés des États-Unis. Sous prétexte d'obscénité. Oui, ça a été une longue bataille juridique jusqu'en Cour suprême en 2000. Puis la Cour a fini par dire que les douaniers, c'était pas des censeurs, puis qu'ils pouvaient juste saisir ce qui avait déjà été déclaré illégal par un juge. Ça montre que l'attention entre contrôle puis liberté, c'est pas nouveau, hein? Pantoute. Et aujourd'hui, ce débat-là, il est en ligne. On voit plein de lois ou de projets de loi qui essaient d'encadrer les plateformes numériques. C'est clair. Le législateur essaie de suivre la parade technologique. La loi sur la diffusion continue en ligne, l'ancien C11. Celle qui traite Netflix comme Radio-Canada, en gros. Un peu, oui. Elle donne au CRTC le pouvoir de réglementer ses plateformes pour promouvoir le contenu canadien. Mais bon, ça pose des questions. C'est quoi du contenu canadien à l'ère de YouTube? Comment tu réglementes sans brider la création? Il y a eu la loi sur les nouvelles en ligne, l'ancien C18. Ça a brassé pas mal. Ah que oui. Celle-là, elle voulait forcer Google et Meta, Facebook, Instagram, à payer les médias canadiens pour les liens vers leurs articles. Et Meta a bloqué les nouvelles, carrément. Oui, et Google menaçait de le faire avant de s'entendre avec Ottawa. Puis cet épisode-là, ça a été cité comme une raison de la baisse du Canada au classement mondial de la liberté de la presse. Ça montre le pouvoir de ces plateformes. Et ça continue. Il y a le projet S210 sur la vérification d'âge pour les contenus pour adultes. Il y a eu des tentatives avant, comme le Québec avec les sites de jeux illégaux. Qui a été invalidé par les tribunaux. Ou la proposition Fair Play pour bloquer les sites pirates. Rejeté par le CRTC au départ, même si la justice a permis des blocages après via des injonctions, on sent une volonté d'agir, mais c'est compliqué. Très compliqué. Puis ce contrôle de l'info, ça devient encore plus inquiétant quand on parle d'ingérence étrangère. Ça aussi, c'est un gros morceau des rapports du SCRS et du Centre pour la cybersécurité. Oui, ils sont très clairs là-dessus. Des États comme la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde, le Pakistan, ils mènent des opérations clandestines ici pour influencer notre société, notre politique. Puis comment ils font ça concrètement? Il y a plusieurs méthodes, souvent subtiles. La désinformation, la propagande, souvent amplifiée par l'intelligence artificielle pour que ça ait l'air plus vrai, plus ciblé. Le financement illégal aussi? Oui, financer des politiciens, des groupes de pression. Il y a aussi la coercion, les menaces, surtout contre les diasporas ici au Canada. Pour les faire taire. C'est la répression transnationale, ça. Exactement. Puis bien sûr, les tentatives d'influencer les élections, les décisions politiques, l'IA, là-dedans, ça rend tout ça plus efficace puis plus dur à voir venir. OK. Fait que face à tout ça, nos données vulnérables, les lois qu'elle essaie de suivre, l'ingérence, comment le Canada essaie de balancer sécurité puis liberté? C'est le défi permanent. Une partie de la réponse, c'est de moderniser les outils des agences. La loi sur le SCRS a été mise à jour en 2024 avec le projet C70. Ça donne quoi de neuf au SCRS? Par exemple, la capacité d'obtenir, avec l'accord d'un juge, des infos électroniques qui sont détenues par des tiers, comme les compagnies télécoms, les fournisseurs de services en ligne. Ça doit pas être simple à obtenir, ça. Non, ça prend une autorisation judiciaire. La loi permet aussi au SCRS de partager certaines infos avec des partenaires hors gouvernement, universités, entreprises, pour les aider à se protéger. Il y a aussi des mandats pour des actions ponctuelles puis un régime modernisé pour gérer les ensembles de données. Le gouvernement dit qu'il y a eu consultation, que c'est encadré. Oui, et qu'il y a des mécanismes de surveillance. Mais ça ramène la question du cryptage. Si tout est super bien chiffré, comment la police ou le renseignement font leur job? C'est l'autre grosse tension. Exact. D'un côté, le besoin d'enquêter sur des crimes graves, des menaces à la sécurité. De l'autre, nos droits garantis par la charte, privés, droit de ne pas s'incriminer soi-même. Comme dans l'affaire où un juge a refusé d'obliger quelqu'un à déverrouiller son téléphone. Précisément, l'affaire Shergill en Ontario. Forcer quelqu'un à donner son mot de passe, ça équivaut à le forcer à témoigner contre lui-même, a dit le juge.
Le Canada, là-dessus, semble plus prudent que le Royaume-Uni ou l'Australie. Eux, ils ont des lois pour forcer les compagnies à aider. Oui, des lois assez controversées qui obligent les entreprises tech à fournir une assistance technique, parfois même à contourner leur propre chiffrement. Il y a aussi un cadre pour que les sources du SCRS puissent faire des choses illégales des fois. Oui, c'est le régime de justification. Ça permet, avec une autorisation du ministre et une surveillance stricte, qu'une source humaine du SCRS pose un geste qui serait normalement illégal si c'est jugé essentiel pour une enquête sur une menace grave. C'est encadré, mais ça reste un outil délicat. Puis au-delà du renseignement pur, il y a la stratégie globale de cybersécurité. Tout à fait. La stratégie nationale mise beaucoup sur la collaboration entre les ministères fédéraux, avec les provinces, le secteur privé qui possède la plupart des infrastructures critiques, les alliés internationaux. Protéger les systèmes essentiels, sensibiliser le public. Oui, avec des campagnes comme Pensée cybersécurité. C'est un travail d'équipe. Le Centre pour la cybersécurité donne l'expertise technique, la GRC enquête sur la cybercriminalité via le CN3C, puis le SCRS s'occupe des cybermenaces qui viennent des États ou des terroristes. Un point qui m'a frappé dans le rapport du SCRS, c'est la radicalisation des jeunes en ligne. C'est préoccupant. Très préoccupant, oui. Le rapport explique bien comment l'anonymat, la facilité d'accès à des contenus extrémistes en ligne, que ce soit religieux, idéologiques, politiques. Ça peut toucher des jeunes très tôt. Oui, dès 13 ans, parfois, ces contenus-là circulent partout, même sur des plateformes de jeux vidéo qui ont l'air inoffensives. Les motivations sont complexes, une quête de sens, des problèmes de santé mentale, des frustrations. C'est un problème international, j'imagine. Absolument. Les pays du Five Eyes, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, ont même sorti un rapport conjoint là-dessus en décembre 2024. Et on voit que les citoyens, ils interagissent avec tout cet appareil de sécurité, puis ça crée parfois des frictions. Le nombre de plaintes au nouveau comité de surveillance, le CSARS, a explosé en 2024. C'est vrai, une hausse de 200 % et la plupart, c'était lié au délai pour les vérifications de sécurité en immigration. Ah, OK. C'est un processus partagé entre l'immigration, l'Agence des services frontaliers et le SCRS, ça? Le SCRS fait mal son travail, mais ça illustre que ces activités de sécurité ont des impacts réels sur la vie des gens, puis ça peut générer des frustrations qui nécessitent un endroit où porter plainte. Alors, si on essaie de résumer tout ça, on est vraiment devant un défi d'équilibre majeur, non? Clairement. Comment on fait pour protéger le pays, l'économie, la démocratie, nos valeurs, face à des menaces qui sont bien réelles, espionnage, cybercrime, ingérence, extrémisme, sans scraper nos propres libertés, la vie privée, la liberté d'expression? C'est ça qu'on veut protéger au final. C'est exactement ça, la tension fondamentale. L'information, aujourd'hui, c'est à la fois notre plus grande richesse et notre plus grande vulnérabilité. C'est une ressource vitale, un outil démocratique, mais aussi une cible de choix et une arme puissante. Puis les menaces, elles changent tellement vite, elles sont diffuses, transnationales. Ce qui nous amène à une question pour la suite, peut-être. Oui, une question qui va rester, je pense. Avec l'évolution de l'IA, qui peut créer des faux de plus en plus réalistes, automatiser la désinformation, et avec les tensions géopolitiques qui montent, où est-ce qu'on va mettre la ligne? Quel niveau de contrôle, de surveillance du numérique on va accepter? Exactement. Puis surtout, qui devrait avoir le pouvoir de décider? Les gouvernements? Les géants de la tech? Les citoyens eux-mêmes d'une nouvelle façon? C'est un débat crucial pour notre avenir connecté. Une excellente question. Pour continuer la réflexion, merci beaucoup d'avoir été là pour cette analyse en profondeur. Merci à vous.